le caractère légal, le caractère moral, le caractère social de cette candidature. Je ne suis pas expert en droit, mais je sais que... Vous êtes politologue. Ben, vous avez l'avantage de bien analyser les faits. Bon, je vous en prie. Ben, voilà. Alors, en 2016, lorsque l'avant-projet de la Constitution devait être fait, la présidence, je crois, le 31 mai 2013, a publié la liste, 2016, a publié la liste des experts. Ces experts-là étaient 10. Le président était le professeur Ouragao. Dans cette commission, il y avait 2 membres, M. Ibrahim Sissi Bakongo et M. Sansan Kambile, ministre de la Justice. Alors, quand vous prenez le communiqué qui est fourni par la présidence, devant les dictures Sansan Kambile, c'est mis commissaire du président. Le commissaire, ce n'est pas le commissaire du gouvernement, le commissaire du président de la République, dans une question d'avant-projet de loi, a pour rôle de donner les orientations. Il est comme l'interface entre la commission et le président. La nouvelle constitution, en son article 55, avait brisé la limite d'âge. Alors, les Ivoiriens ont commencé à s'interroger sur cette question de la nouvelle mandature ou de l'éventuelle mandature du président à la candidat parce que la Constitution ne lui permettait pas. En tant que commissaire du président de la République auprès du comité des experts, le ministre de la Justice, M. Kambile, a représenté la commission au Parlement. Il a tenu le même langage. M. Ouragao, selon le site, je peux me les citer, yokolo.com, pendant cette période, a dit que le président Alassane Ouattara ne pouvait pas se présenter parce que la Constitution ne lui permettait pas. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Lorsqu'en 2020, principalement le 6 août, le président fait volte-face après avoir annoncé le 5 mars qu'il ne serait plus candidat, il justifie cela par un cas de force majeure dû au décès de M. Amadou Gon. Alors là, le débat s'est posé. Le débat s'est posé, on n'a entendu personne. Alors moi, ce qui m'intrigue, c'est la posture de nos intellectuels qui avaient, des juristes d'alors, qui avaient plus ou moins la responsabilité de se prononcer clairement au fait d'éclairer l'opinion. M. Sissi Bakongo n'a fait aucune déclaration, le ministre de la Justice n'a fait aucune déclaration. M. Ouragao, bien qu'interpellé par un courrier du secrétaire général d'alors du PDCI, M. Maurice Kakou Gaoué, n'a pas répondu. Interpellé dernièrement à l'université de Bouaké, lors d'une conférence, je pense que c'était en 2022 ou 2024, M. Ouragao a justifié son silence par 3 faits. Premièrement, il a dit que quand la Constitution est promulguée, le comité d'experts était fort clos, donc il ne pouvait plus se prononcer. Deuxièmement, il a estimé, j'emploie son expression, que le débat était pourri. Donc, en tant que juriste, il ne pouvait plus se prononcer. Troisième élément, il dit avoir dit que le président ne sera pas candidat et non avoir dit que le président ne peut pas être candidat. Analysons un peu les faits de M. Ouragao. Même pendant la période de la promulgation, c'est pendant cette période-là avant que M. Bakongo et M. Kankan Sambile se sont prononcés. S'ils n'étaient pas d'accord, ils pouvaient le faire. Deuxième élément, quand il dit que le débat était devenu politique, n'était plus juridique, en tant que citoyen, il pouvait donner son avis. Et les militants du président Alassane Ouattara d'alors, le seul constitutionnaliste dont moi j'ai mémoire qu'ils ont, c'est un certain Richard Maton qui après recherche serait un constitutionnaliste fictif. Or, c'est son analyse, c'est son argumentaire qui était mis en avant. Alors finalement, le professeur Ouragao dit, il se remet au Conseil constitutionnel. Ça ressemble un peu à du juridisme et c'est ce qui interpelle. Donc au niveau juridique, c'est ce premier élément. Deuxième élément, c'est le niveau moral. Permettez que je finisse. Bon, allez-y, de toute façon, on a tout le temps. Voilà, donc, je finis en même temps. Allez-y. Au niveau moral, vous savez, quand un président vient dire, moi j'ai suivi toutes les interviews du président Ouattara avec la presse française, il était meurtri, il a même été interpellé par Marc Perelman de France 24, le traitant le mégalomane, il a dit non, que ce n'est pas dans son sens, c'est parce qu'il était vraiment coincé. En 2017, il a encore interpellé le président Mugabe, lui disant de passer dignement le flambeau, que ce n'était pas intéressant. Quand après tout ça, le président Alassane Ouattara, après 15 ans de pouvoir, il avait demandé 5, revient encore se rétracter, parce que c'est une rétractation, s'inquiète pour la morale, pour la figure politique qu'il est, pour la respectabilité qu'il a accompagnée avec tout son parcours politique. Ce ne sont pas des éléments qui sont faits pour le corroborer. Au niveau social, enfin, quand on s'appelle Alassane Ouattara, qu'on a fait l'opposition, que le maître mot de tout ce qui a été au sein de sa campagne, c'est l'exclusion, quand on arrive, qu'on déclare
lors d'une visite d'État à Katiola, qui n'aurait pas d'exclusion, il serait intéressant, dans ce contexte, de faire l'effort de ramener tous les Ivoiriens, tous ces leaders-là qui ne sont pas à la table, sur la liste, afin de voir équilibrer. Mais quand, en plus de se rétracter, en plus de se fier seulement, parce que le seul argument que les partisans du président Ouattara ont, c'est le Conseil constitutionnel a dit. Il n'y a pas d'argumentaire. Ce n'est pas, pour moi, c'est une candidature qui est clivante et ça n'augure pas forcément d'une stabilité. Je ne suis pas en train de citer quiconque, mais je veux dire, il serait intéressant de prendre des mesures qui pourraient contribuer durablement à la stabilité de la Côte d'Ivoire. On va laisser Mamadou Touré réagir. Allez-y, monsieur le ministre. J'écoutais avec beaucoup d'intérêt ce long développement. En réalité, c'est de réchauffer. Ce que vous dites là a été dit en 2020, lorsque le président Ouattara était candidat. Ce sont les mêmes arguments. Vous n'avez pas évolué. Lorsqu'on est dans un état de droit, le débat, il est libre. Bakongo fut-il collaborateur du président de la République, a une opinion. Et on se doit de respecter son opinion. Vous ne parlez pas de Mamadou Koulibaly, qui avait dit qu'avec la nouvelle constitution, M. Ouattara pourrait être candidat. Vous n'en parlez pas. Vous ne parlez pas d'Afin Guessan, qui avait dit aussi, dans une opinion libre, qu'avec cette nouvelle constitution, M. Ouattara pourrait être candidat. Vous vous figez à prendre seulement ceux qui peut-être avaient un avis contraire. Chacun est libre de son opinion et de son avis. La seule juridiction dont l'interprétation de la Constitution compte, avec effet juridique, c'est le Conseil constitutionnel. Et je vous dis que ces arguments que vous soulevez, ces arguments ont été soulevés par Nkona Bédié et Afin Guessan devant cette juridiction. Il y a eu les avocats d'Nkona Bédié, les avocats représentant M. Ouattara, qui sont retrouvés devant la juridiction. Argument contre argument. Et les juges constitutionnels, qui sont totalement indépendants et libres, ont, selon leur interprétation, jugé que la Constitution permettait à M. Ouattara d'être candidat. On a eu le même cas au Sénégal. Au Sénégal, lorsque M. Ouad, l'ancien président, a modifié la Constitution et a voulu faire un troisième mandat, l'opposition a saisi le Conseil constitutionnel. À partir du moment où le Conseil constitutionnel a tranché, selon son interprétation, selon donc, la nouvelle Constitution sénégalaise qui permettait à M. Ouad de faire un autre mandat, l'opposition est allée à un scrutin, donc M. Macky Sall, il a battu M. Ouad. Donc ce débat, il est dépassé. Alassane Ouattara est candidat. La candidature a été validée, de faire une requête encore devant le Conseil constitutionnel avec tous les arguments que vous avez, et il reviendra au Conseil constitutionnel de décider. C'est ça aussi un état de droit. La question morale, moi je vais la retourner. Et je vous retourne cette question, et à travers vous, à tous ces acteurs politiques. En définitive, c'est quoi la morale? C'est de se vertuer à éliminer un adversaire. En réalité, tous ces arguments, c'est du TSO. Je suis obligé de vous dire, c'est du tout sauf Ouattara. Des gens qui ont passé une vingtaine d'années à détester un homme, à vouloir exclure un homme, à monter de façon artificielle, on l'a vu dans ce pays, des lois pour l'exclure, etc., sont tous dans cette logique d'exclusion donc, de ce monsieur, en dépit donc, des décisions de justice et donc, du Conseil constitutionnel. Donc, s'il y a un problème de morale, c'est à votre niveau. Eh bien, vous allez vous faire avec, parce qu'il est candidat. En tout cas, sa candidature sera donc déposée. Vous parlez du côté social, mais quand vous prenez toutes ces populations, au-delà même de son camp politique, ces anonymes dans toutes les régions qui ont exprimé de façon ouverte et à visage découvert, ont demandé au président Ouattara de faire un autre mandat, d'être candidat, parce qu'il leur procure la sécurité. Parce qu'en face, il y a qui? En face, ils ont des gens qui lui ont fait peur. Des prophètes du chaos qui passent leur journée à prédire l'apocalypse sur la Côte d'Ivoire et qui, pour la plupart, ont géré ce pays, ont ramené ce pays dans l'abîme. Et les Ivoiriens sont suffisamment contemporains de ces deux Côtes d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui existait avant Alassane Ouattara, avec ce dans quoi on était, et la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui avec tous les progrès réalisés. Maintenant, les débats philosophiques, intellectuels, c'est libre. Et je respecte votre opinion, mais votre opinion, malheureusement, aujourd'hui, n'est pas l'opinion du Conseil constitutionnel. Professeur Banga? Moi, déjà, pour revenir sur la morale, peut-être, j'ai une phrase qui est devenue finalement un épigraphe après la déclaration du président Alassane Ouattara. Le devoir peut parfois transcender la parole donnée de bonne foi. Est-ce que justement, ce n'est pas un petit problème moral quelque part en disant que je m'engage, mais je ne le fais pas par le bas? D'autant plus que si on écoute le président du PDC-RDA dans une interview, Alassane Ouattara lui avait promis de ne pas être candidat. Donc, comment vous réagissez à cette promesse encore? C'est pas ça que... Deuxième chose de ma réflexion,
J'ai l'impression, il y a 2-3 semaines, peut-être moi, vous étiez ici sur ce même plateau, je vous ai parlé du problème du RHDP. Parce que finalement, je vous avais dit que la plus grande force du RHDP, c'était Alassane Ouattara, mais finalement, ça peut devenir sa faiblesse, du RHDP. J'ai l'impression que le RHDP est en train de traîner son problème interne à toute la nation. Vous dites, par exemple, Alassane Ouattara est candidat pour la stabilité. C'est bien, mais la stabilité, c'est un homme qui l'a garantie ou c'est un système qui l'a garantie? Si c'est un homme qui l'a garantie, on est en danger. Ça veut dire que demain, si Alassane Ouattara ne peut pas être président, on ne sera pas stable. En revanche, si c'est un système qui le garantit, pourquoi tant alors s'accrocher à Alassane Ouattara si, au-delà, il a le mécanisme pour pouvoir garantir cette stabilité? Donc, en gros, est-ce que vous n'êtes pas en train de refaire la même chose, en train de fixer sur Alassane Ouattara? Parce qu'après 15 ans, personne ne se dégage chez vous, peut-être pour incarner la réussite et la poursuite du bilan, je suis le premier à le dire, plus que satisfaisant d'Alassane Ouattara. Troisième réflexion, là-dessus, vous êtes le ministre de la promotion des jeunes. Vous ne pensez pas que, en encourageant ou en sollicitant une candidature d'Alassane Ouattara de 83 ans, moi personnellement, d'ailleurs, je l'ai déjà pris la parole publique plusieurs fois là-dessus, ça ne me gêne pas, mais vous, en tant que ministre de la Jeunesse, surtout qu'en face, on a par exemple Diomaye Faye qui a été élu à je crois, 41 ans, non? C'est ça? On a la quarantaine, disons. Voilà, quarantaine, on a des tendances. Et la population ivoirienne a plus de... Tout le temps, donc quand vous êtes là, je peux les résumer. on en profite. Non, je vais essayer de revenir. Si j'oublie, vous pourrez... Sur la question de la morale, j'entends, on entend tous. Les adversaires du président Ouattara ont décidé d'en faire, selon eux, un problème de principe, un problème de morale. Moi, je m'interroge toujours sur la crédibilité des postures et du discours. Il est connu ici que Laurent Gbagbo, et vous pouvez voir les vidéos, a dit qu'après 75 ans, on ne devrait pas être candidat à l'élection présidentielle. Il est de notoriété publique que le président Henri Konan Bédié, après l'élection présidentielle de 2010, a dit que c'est sa dernière élection et qu'il ne serait pas candidat. Mais je ne vous ai pas entendu, mais monsieur, avoir le même jugement de valeur sur la morale de M. Gbagbo, qui a 80 ans aujourd'hui, qui est candidat, alors qu'il avait dit qu'à 75 ans, on ne devait plus être candidat. Le président Henri Konan Bédié a été candidat en 2020. Il avait 86 ans. Beaucoup plus âgé que le président Alassane Ouattara. Cette indignation sélective, mais qui en réalité cache du TSO, du tout sauf Ouattara, n'est pas admissible. Le président Houphouët-Boigny a été candidat en 1990. Est-ce que vous savez qu'il avait 85 ans? Mais le PDCI qui parle aujourd'hui a salué la candidature du président Houphouët-Boigny. Le slogan des campagnes, c'était quoi? Le don de soi. Mais pourquoi il y aurait don de soi d'Houphouët-Boigny en 90 et puis il n'y aurait pas de don de soi d'Alassane Ouattara pour son pays aujourd'hui? Ali, je ne veux pas être long. C'est quand même important que je vous montre ça. Ça, c'est un journal, Le Nouveau Réveil, qui, en 2019, met à sa grande une, à 85 ans, Bédié, l'espoir de toute la Côte d'Ivoire. Je rappelle qu'à 85 ans, le président Bédié est beaucoup plus âgé que le président Alassane Ouattara. Bon, j'ai envie de vous dire, le président Bédié n'est plus bon. Non, mais ce que je vais dire, c'est un raisonnement. Oui. Cette complaisance et ce manque de rigueur dans l'analyse, et qui donne souvent l'impression qu'on a un problème avec un individu. Parce qu'il a dit, pourquoi le PDCI qui crie aujourd'hui considère qu'à 85 ans, le président Bédié était l'espoir de toute la Côte d'Ivoire, et à 83 ans, Alassane Ouattara, avec tout le bilan réalisé, ne le serait pas. Et donc, chacun a sa morale. Mais ce que je veux dire, lorsqu'on est dans un état de droit, la seule instance habilitée à juger de la constitutionnalité des candidatures, c'est le Conseil constitutionnel. Il a tranché, et pour nous, ce débat, il est derrière nous. Le président Thiab, qui dit que Alassane Ouattara lui a promis de ne pas être candidat.
Mais j'ai envie de vous poser vous-même la question. C'est vous l'invité, c'est pas moi. Oui, mais quel crédit on accorde aujourd'hui au propos de M. Tidiane Thiam? Quel crédit vous accordez aujourd'hui au propos de M. Tidiane Thiam? Bon, c'est pas l'objet du débat. Voilà, mais c'est ce que je voulais dire. Non, voilà. s'il vous plaît. C'est pas l'objet du débat, monsieur le ministre. D'accord. Bon. Alors, pour moi, ces propos n'ont aucun crédit. Voilà. Et je pense que vous l'avez vous-même rappelé suffisamment sur ce plateau, les contre-vérités, les demi-vérités, etc. Et c'est quelqu'un qui, dès le départ, a fait croire aux gens que lui ne serait pas candidat si Alassane Ouattara était candidat, qui a organisé lui-même son éligibilité et qui n'a pas fait sa démarche donc dans les temps voulus. Donc tu ne peux pas organiser toi-même ton éligibilité et détenir le débat. Le président Ouattara n'a fait de promesses à personne, notamment à Tidiane Thiam. Les engagements dont le président Ouattara parle, ce sont des engagements qu'il a pris vis-à-vis des Ivoiriens. En 2020, il a réuni le Parlement et il a eu une position. Et c'est ce qu'il dit. Voilà. Et par rapport à ça, il explique aujourd'hui que oui, j'avais décidé de ne pas être candidat. Non pas parce que la Constitution m'empêche d'être candidat, mais c'était une décision personnelle. Et aujourd'hui, les circonstances, parce que vous avez fait référence à une interview avec Boisbouvier, mais au cours de la même interview avec Boisbouvier, le président a mis en évidence que si les circonstances l'exigeraient, en ce moment-là, il appréciera. Et donc, aujourd'hui, nous estimons que le contexte national, international, guide que M. Ouattara puisse être candidat pour continuer donc à poursuivre ses actions de développement. Vous parlez de la transmission à une nouvelle génération. Moi, je donne mon point de vue là-dessus. M. Banga, après Houphouët-Boigny, je considère que le président Alassane Ouattara est celui qui aura fait le plus la promotion des jeunes dans ce pays, dans tous les secteurs d'activité. Au gouvernement, dans l'administration, dans les entreprises publiques. On a même poussé des jeunes dans le secteur privé qui sont montés en puissance et dans tous les secteurs d'activité. Et cette transition générationnelle a commencé depuis quelques années. Le président gère avec une équipe. Et une équipe a besoin d'un chef. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est le chef qui va conduire cette équipe. Et l'équipe qui décide n'est pas si jeune. Le vice-président, le premier ministre. Oui, mais l'équipe ne se réduit pas à 2 ou 3 personnes. L'équipe, c'est toutes ces personnalités ou personnes qui, à quelque niveau que ce soit, occupent des responsabilités importantes au sein de l'appareil de l'État ou même au sein du secteur privé et qui contribuent à ce que nous sommes aujourd'hui. Et à la tête de cette équipe, il y a un leadership. Et nous considérons à l'unanimité que le président Ouattara a encore les ressources nécessaires pour conduire ce pays. Et à ce sujet, monsieur le ministre, justement, beaucoup d'observateurs disent, le président Ouattara lui-même avait amorcé ce renouvellement générationnel, il avait annoncé dans bien d'interviews et d'occasions de prise de parole publique. Finalement, les gens se disent, les collaborateurs du président Ouattara, on peut utiliser l'image de dire, ces enfants, finalement, ils fuient leurs responsabilités. C'est aussi l'autre lecture qu'on peut faire. Oui, mais c'est réducteur. Si vous considérez que le renouvellement générationnel se limite seulement au poste de président de la République, je peux vous suivre dans votre raisonnement. Mais si le renouvellement générationnel, c'est la capacité ou c'est la possibilité à de jeunes générations d'occuper des responsabilités aussi importantes, mais Abdraman Cissé, il a été quand même ministre du budget à 32 ans. Il avait à peine 40 ans lorsqu'il est devenu secrétaire général de la présidence. Je peux prendre Kinapara, qui est aujourd'hui le DG du BNET. Je peux prendre beaucoup d'exemples, des gens qui sont à des positions stratégiques. Et cette dynamique-là, le président dit, elle va se poursuivre. Il faut peut-être dédramatiser un peu ou réduire un peu toute la cristallisation autour de la fonction présidentielle. Ça veut dire quoi? Je vais dire aujourd'hui, tout est réduit à la fonction présidentielle. Le président de la République... Parce que c'est la fonction suprême. Oui, mais au-delà du président de la République, c'est une équipe. Et la notion que le chef d'État nous inculque aujourd'hui, c'est la notion d'équipe. Voilà. Et nous, aujourd'hui, au nom des RHDP, nous constituons une très belle équipe. Et nous espérons qu'avec d'autres Ivoiriens qui le voudront, nous pourrons construire une très belle équipe. Et nous sommes heureux, en tout cas, d'être aux côtés du président Ouattara, d'apprendre auprès de lui et d'occuper des responsabilités importantes, chacun dans ce secteur apportant sa contribution à l'édifice.
Sylvain Guédé-Débaï? Oui, moi j'ai souvent un problème avec le reniement, puis un certain révisionnisme qui consiste à dire oui, parce que Laurent Gbagbo a dit ça, alors Alassane Ouattara peut. Parce que Henri Konan Bédié a dit ceci, donc Alassane Ouattara aussi peut. Bon, je ne trouve pas cela vraiment C'est pas ce que j'ai dit. Hein. assez dynamique. C'est ce que vous avez sorti tout à l'heure, le titre du nouveau réveil. Non, j'ai dit deux choses. Voilà. Et donc, vous voulez dire que... J'en laisse terminer, après vous allez répondre. Comme Henri Konan Bédié avait 85 ans, et puis bon, le PDC voulait toujours de lui comme un don de soi, alors Alassane Ouattara peut avoir 80... Bon, donc préciser. Bon, c'est ce que moi j'ai entendu. C'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai entendu, moi. On les laisse repréciser. Vous avez écouté le pensée. discours du chef de l'État. Il s'est adressé aux Ivoiriens. Les raisons qu'il a mis à être candidat sont des raisons objectives. Des raisons domestiques, donc la nécessité donc de... Si on est attaché au respect de la parole donnée, j'aurais voulu avoir la même rigueur d'analyse avec les autres. Et ce que j'ai dit, c'est que Laurent Gbagbo a dit dans ce pays qu'il ne conçoit pas qu'après 75 on puisse être candidat. Il a 80 ans, il a une intention de candidature. Ce que j'ai dit, c'est que Henri Konan Bédié, en 2010, a dit que c'est sa dernière candidature. Mais en 2020, 10 ans après, il était candidat. Je suppose qu'au sein de ces partis, ils estiment aussi que par rapport donc à des enjeux internes, l'un et l'autre étaient donc les personnalités les mieux indiquées. Mais les raisons du président Ouattara, le président s'est adressé aux Ivoiriens. Il est candidat pour les Ivoiriens, il est candidat pour poursuivre ce qu'il a commencé pour les Ivoiriens, et il est candidat pour la stabilité au profit donc des Ivoiriens. Oui, monsieur, monsieur le ministre, quand vous dites tout ça, là, est-ce que vous-même, vous n'êtes pas quelquefois, est-ce que vous n'êtes pas frustré? Parce que on vous sent une certaine aisance dans le développement de certains sujets, donc une certaine maturité, monsieur le ministre. Vous avez fait toutes ces années-là avec le président Alassane Ouattara, et puis bon, il arrive quand même des moments dans la vie où on a des responsabilités qu'on peut assumer. Quand à plus de 80 ans, le président se représente encore, est-ce que vous, ça ne vous frustre pas? Je vous cite un peu pour illustrer tout cela. Vous avez dit que le président, c'était dans la période du 3e mandat, que le président Do n'est pas Laurent Gbagbo qui dit quelque chose et pense autre chose. Hein? Sa conception de la politique n'est pas là de la roublardise. Oui. Il a dit qu'il ne fera pas un 3e mandat et il ne fera pas ce 3e mandat. À la fin, il a fait le 3e mandat. Aujourd'hui, il est dans la course pour un 4e mandat. Est-ce que tous ces reniements-là... Et aujourd'hui, vous êtes en train de défendre la position d'un 4e mandat. Est-ce que tous ces reniements-là, vous-même, ça ne vous gêne pas? Non, alors vous avez mal retranscrit. Je vous dis exactement ce que j'ai dit. C'était à Bouaké. Oui. Donc, ce n'était pas avant un 3e mandat. À Bouaké, j'ai dit ceci. Effectivement, le président Ouattara n'est pas le président Laurent Gbagbo. Le président Ouattara ne dit pas une chose alors qu'il pense autre chose. Lorsque le président Ouattara a dit qu'il ne veut pas être candidat, le président Ouattara le pensait réellement. Et ce qui traduit cela, c'est qu'il allait jusqu'à désigner Amadou Gon Coulibaly pour être candidat. Lorsque le président Ouattara a estimé que les circonstances devaient l'amener à être candidat, en dépit du fait, avant ça, malgré le fait que ces militants déjà en juillet 2020 se soient réunis comme en 2025 pour lui mettre d'être candidat, le président Ouattara a dit non, attendez, laissez-moi prendre le temps de la réflexion. Et il a réfléchi et il a estimé que en toute responsabilité, il décidait d'être candidat. Lorsque nous avons décidé aujourd'hui qu'il soit notre candidat, il ne nous a pas répondu au stade IBMP. Il a dit qu'il décidera en son âme et conseil. Et d'ailleurs, il est le président de tous les Ivoiriens. Donc, ce n'est pas un président qui est... Parce que ce que vous dites et ce qu'on entend, c'est comme si on était dans un jeu. En réalité, le président Ouattara a toujours voulu être candidat et tout le reste n'est que superflu. C'était des arguments. Non. Le président Ouattara ne voulait plus être candidat. Il ne voulait pas être candidat, pas parce que la Constitution l'empêchait donc d'être candidat. Il ne voulait pas être candidat en dépit du fait que la Constitution lui permet d'être candidat. Les circonstances donc, du pays font que le RHDP et beaucoup d'Ivoiriens lui demandent d'être candidat et par devoir, il décide d'être candidat. Moi, je vais vous soumettre un exercice. Parce que ce débat surréaliste que nous avons aujourd'hui, on a eu ce même débat en 2020. En 2020, c'était les mêmes argumentaires pour ne pas affronter Alassane Ouattara. Il est trop âgé, il ne peut pas faire un 3e mandat.
Mais ceux qui trouvaient que le président Ouattara était très âgé ne trouvaient pas qu'Henri Konan Bédié, qui était candidat en 2020, était très âgé. Le manque d'objectivité. Ceux qui estimaient que le président Ouattara était très âgé ne trouvaient pas que quelqu'un comme Laurent Gbagbo, qui a 3 ans de moins que Alassane Ouattara, était très âgé. Monsieur, si Alassane Ouattara a été effectivement candidat 5 ans après, est-ce que vous estimez, vous, que le président Ouattara, les 5 dernières années, a apporté beaucoup à ce pays? Est-ce qu'en dépit de son âge, il a été à la tâche? Est-ce que ce pays a progressé? Parce qu'on avait prédit l'apocalypse. On avait dit que s'il était candidat en 2020, vu son âge, etc., il ne gérait pas le pays. Le pays a progressé en 5 ans. Et le président a dit qu'il a un état de santé qui lui permet d'être candidat. Il est candidat. Moi, je pense que ce qui intéresse les Ivoiriens, c'est parce qu'on a quand même l'avantage d'être sur le terrain. Moi, j'ai l'avantage aujourd'hui d'être président de région. Quasiment tous les week-ends, je suis en territoire. Je suis dans les hameaux les plus reculés de ma circonscription. Les Ivoiriens ont juste besoin de sécurité. Ils ont besoin donc d'un mieux-être, donc d'avoir leurs conditions de vie qui s'améliorent. Ils ont besoin donc d'avoir un chef d'État qui lui apporte de l'eau, de l'électricité, etc. Et pour le moment, Alassane Ouattara est celui qui le fait. Et ces Ivoiriens-là, au-delà des débats philosophiques du 3e, 4e, 5e mandat, veulent avoir à la tête de ce pays quelqu'un qui peut leur procurer cela. Mais monsieur, laissez-le terminer, vous aurez le temps. Et cette volonté des Ivoiriens n'est pas en contradiction avec notre Constitution, puisque si en dépit de cette volonté des Ivoiriens, la Constitution ne permettait pas à Alassane Ouattara d'être candidat, il ne serait pas candidat. Il se trouve que la Constitution permet au président Ouattara d'être candidat, donc pour nous, le débat est clos. Oui, moi, oui, on devait peut-être s'arrêter là, mais quand vous mettez tout cet argumentaire-là, je vous ramène au Bénin. Au Bénin également, la population réclamait M. Talon, mais il a décidé de respecter le mandat et puis c'est fini. Dès qu'il s'en va, il s'en va. Pourquoi on ne peut pas faire ça ici? Oui, mais, réaction? Oui, mais d'abord, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, le Bénin, c'est le Bénin. La Constitution ne permettait pas au Bénin, à M. Talon, de faire un autre mandat. Ici, la Constitution permet à M. Ouattara de faire un autre mandat. Et donc, comparer ce qui est comparable. Je dis que si la Constitution ne permettait pas à M. Ouattara de faire un autre candidat, un autre mandat, il ne serait pas candidat. Aujourd'hui, la Constitution permet à M. Ouattara de faire un autre mandat. L'opposition gagnerait à concentrer toute leur énergie à chercher à aller battre Alassane Ouattara dans les urnes que d'être dans un débat tout sauf Ouattara qui ne répond à aucune logique. Okay. Très bien. Je viens à vous tout à l'heure, professeur Banga. Docteur Derou, merci de me redonner la parole. Je voulais dire au ministre que le sujet, ce n'est pas le bilan du président. Hein. Voilà. Le sujet, c'est la candidature. On espère avoir des émissions pour évoquer les bilans et les perspectives. Quand on parlera du bilan, on se prononcera largement, parce que moi aussi, j'ai mon avis qui n'est pas forcément l'avis de Banga, parce que moi, j'estime que quand on voit l'énorme dette... D'ailleurs, vous avez posé une question sur l'exclusion, vous n'avez pas eu l'occasion de vous en parler. Et le montant attribué aux infrastructures, le montant qui a été je dirais, avancé, je pense qu'il y a un espace, hein, c'est un peu abyssal. Mais on reviendra dessus. Je voulais aussi rappeler que le sujet, ce n'est pas le président Henri Konan Bédié, ni le président Laurent Gbagbo, ni l'opposition. Le sujet, c'est la candidature du président Alassane Ouattara. Je suis heureux que vous, aujourd'hui, qui êtes du RHDP, preniez pour référence le Conseil constitutionnel. Ça me plaît. Oui. Et j'espère que dans le futur, les Ivoiriens vont toujours se référer au Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, dans votre posture, et c'est le problème qu'on a en Côte d'Ivoire. Quand on est au pouvoir, on dit c'est la loi. Le président Ouattara a fait un discours au Forum de la résolution nationale. Il a dit que son problème, ce n'était pas un problème juridique, c'était un problème politique. Vous, aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, vous dites, bon, le droit à dire, le droit, c'est bien beau. C'est bien beau. C'est en cela que j'interpellais cette question-là sous l'angle social. Les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Vous voyez, les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Vous dites, quand le président Bédié parlait, où est-ce que j'étais, qu'est-ce que j'ai dit, tout sauf Ouattara. Les rhétoriques, le problème, ce n'est pas de tout sauf Ouattara. Vous dites les adversaires, où sont-ils? Si tel est que le bilan est tellement pragmatique que vous êtes sûr, ben laissez tout le monde compétir, on verra. Alors, vous me laissez finir. Oui, allez-y, excusez-moi. Allez-y. Laissez tout le monde compétir, on verra. Dans le discours du président Ouattara, il dit les candidats parce qu'il veut assurer la sécurité. Je rejoins un peu. C'est surtout, ça ressemble à ce qu'on appelle le péril apocalyptique. Du genre, je rejoins Banga, si le président Ouattara n'est plus là, ben là c'est le chaos. Alors, il faudrait quand même pérenniser et encourager la jeunesse.
Parce que vouloir réduire tout un parti à un homme, bon, pour nous autres qui enseignons des cours de démocratie aux étudiants, ça complexifie un peu la tâche. Ça, c'est le premier élément. Alors, il serait intéressant, j'insiste, qu'on contribue à ouvrir le jeu politique. Parce que la candidature du président Alassane Ouattara, c'est bien bon. Hein? Il a fait d'énormes efforts pour pouvoir... Parce que la responsabilité d'un président de la République, c'est de garantir l'intégrité du territoire. Il a fait. Là, on le concède. Mais je veux dire, il serait intéressant, pour moi, ça c'est mon avis, c'est du juridisme. Parce que dit, c'est le Conseil constitutionnel, c'est le Conseil constitutionnel. Et on m'a dit tout à l'heure que M. Mouadou Koulibaly a dit, M. Afin, moi je parle de ceux qui représentaient le président Alassane Ouattara au sein de l'avant-projet. D'accord. Alors, donc, j'estime que nos débats doivent porter sur l'argumentaire qui concerne la candidature. Le président Bédié a dit, le président Ouattara a dit, c'est pas de ça que nous parlons. Moi, je ne suis pas de l'opposition. Donc, je souhaite que votre argumentaire, pour être plus solide, parce que vous dites que ces arguments sont objectifs, bon, oui, ça, c'est votre avis. Nous aussi, les questions que nous posons sont objectives. Il serait intéressant qu'on reste sur cet argumentaire, qu'on laisse un peu, c'est du réchauffé, c'est ce que vous dites, tout le monde contre Ouattara. Bon, ça peut être possible, mais ce n'est pas l'objet du débat. Je souhaite que vous prononcez clairement sur ce dont nous parlons. Mais je vais vous dire, écoutez, moi, vous êtes un intellectuel. Ce que je vous dis sur la forme avant de revenir sur le fond, c'est que la même exigence que vous avez par rapport à un certain nombre de questions vis-à-vis de Ouattara, j'aurais souhaité que vous ayez la même exigence vis-à-vis donc de Laurent Gbagbo ou d'autres candidats. On ne parle pas de lui maintenant. Mais non, écoutez, mais je vous ai jamais entendu parler de lui. Si, moi j'ai parlé de lui. S'il vous plaît. Et donc, je dis que vous devez avoir... ensemble, s'il vous plaît. Laissez le ministre développer. Vous devez avoir donc ces mêmes exigences. Or, on a le sentiment qu'on a des exigences à géométrie variable. Lorsqu'il s'agit de Ouattara, il n'y a aucun problème, il doit pas faire notre mandat, il est âgé, etc. Et les mêmes partis politiques, il y a vous-même, mais il y a aussi d'autres partis politiques qui tiennent le même discours. On a entendu aujourd'hui encore un représentant des partis politiques avoir les mêmes arguments, mais ces mêmes partis ferment les yeux sur leur propre turpitude en interne. Donc ça, c'est le premier élément. Le second élément, ce que je veux corriger, vous parlez d'exclusion à l'élection présidentielle. C'est quoi une exclusion? Je vous dis c'est quoi une exclusion. Allez. Parce que le fait pour des candidats de ne pas remplir les conditions d'éligibilité et de ne pas être candidat, ce n'est pas une exclusion. Partout dans le monde, que ce soit en France, écoutez-moi très bien, que ce soit en France, aux États-Unis, partout, lorsqu'il y a une élection présidentielle, des citoyens ont le droit de faire acte de candidature. Et quand ils ne remplissent pas les conditions, ils ne sont pas candidats. Si par exemple, vous n'avez pas 35 ans, je fais de la fiction. On dit que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir 35 ans au moins. Vous avez 29 ans, vous avez fait acte de candidature. Si votre candidature est rejetée, ce n'est pas de l'exclusion. On appelle l'exclusion lorsqu'on monte des lois, pour exclure donc des candidats. On appelle l'exclusion lorsqu'en 1994, la loi électorale a été modifiée pour exclure Alassane Ouattara, en y introduisant donc des clauses d'exclusion du président Alassane Ouattara. On appelle exclusion lorsqu'à la faveur du débat sur la réforme constitutionnelle en 2000, on allait inclure des notions dans la nouvelle constitution pour exclure Alassane Ouattara. Et M. Laurent Gbagbo, qui était à la base de cette forfaiture, l'a dit au Conseil constitutionnel, et l'a dit lors du forum. Rappelez-vous, M. Laurent Gbagbo a dit, oui, la loi a été faite contre Alassane Ouattara. Donnez-moi une seule loi faite par Alassane Ouattara depuis qu'il est au pouvoir contre ses adversaires. Vous prenez les adversaires qui ne passent pas aux élections. Ils sont victimes soit d'une décision de justice, ou bien, comme M. Thiam, ils ont organisé eux-mêmes leur élimination donc à l'élection présidentielle. Ça veut dire quoi? Que si ce monsieur avait renoncé à temps à la nationalité française, il serait candidat aujourd'hui. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui lui a demandé de renoncer après 18 mois à sa nationalité française. Il aurait dû renoncer à cette nationalité avant la révision. Donc, il n'y a pas d'exclusion. Il y a des candidats qui certainement n'ont pas pu compétir parce qu'ils ne remplissent pas les conditions d'éligibilité. L'exclusion, c'est ce que les autres ont fait par le passé. Bonjour, Bara. Moi, déjà, avant de venir, j'ai entendu des choses graves chez Déo. Opposer la démocratie et la loi, c'est grave. On ne peut pas opposer la démocratie à la loi. La démocratie se base sur la loi. On ne peut pas venir dire que dans un pays où on te rappelle la loi, c'est le juridisme. Il y a une loi dans un pays, il faut la respecter. Si vous ne respectez pas la loi, là, vous ne pouvez pas construire des démocraties. La liberté, là, elle est encadrée.
Et donc, venir dire que parce qu'on fait référence à du juridisme, ça tue le social, ça tue la loi. Non, ça tue pas ça tue la démocratie, ça tue pas la démocratie. La démocratie elle doit être garantie par la loi. Et la loi en Côte d'Ivoire, la plus haute loi, c'est la Constitution qui est garantie par le Conseil constitutionnel. Il faut même qu'on apprenne ça à nos enfants. Il faut qu'on apprenne ça dans tous les coups qu'on fait, à tous ceux qui nous regardent. Parce que cette façon de vouloir opposer démocratie et loi, et respect de la loi, et conformité à la loi, et conformité à ce que le Conseil constitutionnel dit, c'est grave venant d'un intellectuel, c'est dangereux pour la nation. Ce que je voulais dire, maintenant je reviens à vous, monsieur le ministre. Je comprends bien ce que vous dites, mais je reviens à ma première question. Oui, allez-y. Il y a quand même, quand on écoute, je suis d'accord avec vous, quand on parle de la candidature, on parle des enjeux de la candidature. Et dans l'explication de la candidature, le président a mis en avant son bilan. Donc revenir sur le bilan pendant qu'on parle de la candidature, ce n'est pas faire du hors-sujet, c'est rester dans le sujet. D'autant plus que dans ce qui motive la candidature chez Alassane Ouattara, il y a le bilan et il y a les enjeux. D'où mon inquiétude, ce que je répète, puisque la première fois, vous ne m'avez pas répondu. À chaque fois, on nous ramène. Le président l'a répété lui-même. Je suis candidat pour la stabilité. Je suis candidat pour le bien-être des Ivoiriens. Je suis d'accord, il a garanti la stabilité. Je suis d'accord qu'avec lui, le pays progresse, il se transforme. Mais on a l'impression, comme on entend RHDP, c'est le seul qui est capable de cimenter, on a l'impression, quand on vous entend, que c'est le seul qui est capable de développer la Côte d'Ivoire. Que c'est le seul qui soit capable de nous ramener la stabilité. Que c'est le seul qui soit capable de nous faire rayonner. Mais si c'est le seul, on est en danger. Alors, on est vraiment en danger. Et si ce n'est pas le seul, justement, pourquoi face à toute cette levée de bouclier, on est concentré sur cet argument-là? Ça, c'est la première chose que je dis. La deuxième chose, on entend violence, chaos, etc. Ça peut ne pas être du fait d'Alassane Ouattara. Mais hier, par exemple, il y a eu de la violence, je crois que c'est hier ou avant-hier, à Yopougon. Il y a 48 heures. Il y a 48 heures, il y a eu de la violence à Yopougon. Est-ce que pour vous, c'est lié si on vous disait que c'était lié à la candidature de Alassane Ouattara, qu'est-ce que vous répondiez? D'accord. Alors, Arthur, je vais essayer encore une dernière fois d'expliquer. Une candidature à l'élection présidentielle, c'est d'abord le fruit d'un projet politique, d'une vision, d'un projet. Et un projet, il est porté par une équipe. Pas un parti politique ou pas, mais pas une équipe. Et cette équipe a à sa tête une personnalité qui conduit l'ensemble de l'équipe. Ici, l'équipe, c'est le RHDP, qui gouverne ce pays depuis quelques années et qui a eu des résultats sans précédent. Tous les indicateurs le montrent. Je suis bien d'accord. Il y a encore des choses à faire, on est d'accord. Il y a encore des points à améliorer, on est d'accord. Et c'est d'ailleurs parce qu'il y a des points à améliorer que nous sommes encore candidats pour continuer ce travail à améliorer. Si tout avait été parfait, si tout avait été fait, en ce moment, c'est terminé. Partout dans le monde, la dynamique économique, politique, elle est évolutive. Il y a encore des choses à faire. Nous avons estimé, nous, au niveau du RHDP, parce que le plus important, c'est de gagner cette élection. Parce que, quel que soit votre projet, vous devez avoir l'adhésion des populations, gagner les élections et mettre en œuvre votre projet. Et tous les partis politiques se réunissent et regardent quel est le cheval qui leur permet de gagner au mieux ces élections. Nous avons estimé que, vu les enjeux que nous avons, les défis à relever après les élections, le contexte, je vais au risque de me répéter, international, sous-régional, etc., cette équipe qui va pousser ce travail-là a besoin d'une personnalité expérimentée. Vous permettez? Non, je termine. A besoin d'une personnalité expérimentée. Et à l'unanimité, nous avons demandé au président de faire un autre sacrifice. Et il a accepté. On va gagner ces élections. On va continuer à poursuivre le développement dans ce pays. On va continuer la transformation positive de ce pays. C'est le dernier mandat du président. On saura au moment opportun trouver les ressorts au sein de notre parti, par les mécanismes démocratiques au sein du parti, sous l'autorité du président de la République, trouver au moment opportun la personne qui nous fera donc poursuivre ce travail. Mais pour l'heure, nous avons un bilan, nous avons un projet qui sera rendu public dans quelques temps. Donc vous pouvez peut-être nous parler en ligne ou c'est trop tôt? Les TSO, en réalité, ont un problème, le bilan du président. Dans leur subconscient, cette exclusion qui est devenue irrationnelle, ils ne veulent pas parler du bilan, parce que, comme il est dit, le bilan, pour mieux exclure le président. Mais c'est son bilan qui le crédibilise.
Parce que si on ne devait pas regarder les faits d'armes des uns et des autres et leur donner carte blanche pour gérer ce pays, mais ça ne va pas. Il y a certains candidats, au regard de leur bilan, qui ne devraient même plus songer à être candidats dans ce pays. C'est votre avis, hein, voilà. Mais bien sûr, c'est mon avis. Mais bien sûr que c'est mon avis. Bien sûr que c'est mon avis. Lorsqu'on a maintenu sa population dans la pauvreté, lorsqu'on n'a pas empêché une guerre d'arriver dans son pays, lorsqu'on n'a pas su sécuriser sa population, mais quelle campagne vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Toujours accuser les autres? En dépit de toutes les incertitudes, le président Ouattara a maintenu le bateau, a conduit ce bateau à bon port. Et donc, pour nous, le bilan il est important. Il y a énormément de choses qui ont été faites. Il y a encore des points d'amélioration, il y a encore des objectifs à atteindre. D'où le projet que nous allons faire. Et en toute transparence, on dira aux Ivoiriens, voilà ce qu'on a pu faire. Voilà ce qu'il reste encore à faire. Et si vous accordez, vous nous accordez votre voix, voici les transformations que nous ferons donc les prochaines années. Et donc pour moi, Ali, vraiment, je voulais clore par là. Alassane Ouattara est candidat. Toutes les pressions superficielles que vous avez menées, etc., il est candidat. Le vous, c'est... Non, le vous... Voilà, vous faites allégeance, c'est un membre du parti au pouvoir, il veut parler de l'opposition. Oui, mais il a une opinion qui est partagée par l'opposition. Ce narratif-là est repris par l'opposition. Donc, au-delà de sa personne, je parle de tous ceux qui ont ce narratif. Bon, voilà qui est précisé. Voilà. Donc, c'est pas personnel. Il est candidat. C'est un fait. Il s'agit maintenant de bâtir un projet pour aller montrer en quoi est-ce que vous êtes mieux que lui. Et qu'est-ce que vous ferez de mieux que lui pour les Ivoiriens. Et il reviendra aux Ivoiriens, juge suprême, de décider s'il donne encore une opportunité au président Ouattara pour poursuivre ses réformes et sa transformation, ou bien parce que vous constituez une alternative, etc. Et ça me permet de faire la transition pour répondre à Arthur. C'est pour ça que il faut qu'on soit républicain dans ce pays. Moi, je respecte l'opposition, mais républicaine. Pas des gens qui sont dans l'ambiguïté. Les prophètes du chaos. Et qui, après avoir mis ce pays à genoux, et après que nous avons relevé ce pays, tentent aujourd'hui donc de ramener ce pays en arrière. Ce qui s'est passé à Yopougon est extrêmement grave. Et il faut condamner avec la dernière énergie. Mon commentaire de la conférence de presse qui a été fait par un des responsables de l'opposition, mais c'est les pyromanes pris la main dans le sac. Mais pourquoi ils se précipitent aujourd'hui pour crier au complot? Mais ceux qui ont fait ça ont été pris pour la plupart. Nous sommes dans un état de droit. Ils ont été entendus. L'enquête suit son cours. Et l'enquête va déterminer le niveau des responsabilités des uns et des autres. Pourquoi le PPAC se sent interpellé? Nous, on a au niveau du RHDP, je peux le dire, on a un militant qui, sur les réseaux sociaux, qui d'ailleurs est quelqu'un qui s'est présenté comme militant du RHDP, qui à Daloa a tenu des propos graves, mais il a été arrêté. Mais ça n'engage pas le RHDP. Je veux dire que des individus posent des actes, etc., à moins que vous soyez les véritables instigateurs de l'acte posé par ces personnes. Mais laissons l'enquête suivre son cours. Vous parlez du PPACI, le PDCI au moins, d'après il n'est pas violent. Non, s'il vous plaît. Le PDCI... C'est pas l'objet du débat. Oui, mais... on va parler des partis d'opposition qui ne sont pas présents sur ce plateau. Mais invitez-les, mais en toute transparence. Oui, on va les inviter, évidemment. Vous serez face à eux, certainement, à la faveur de la campagne qui va s'ouvrir bientôt. Je ne veux pas porter de jugement de valeur sur le PDCI, qui est un parti avec qui nous avons d'ailleurs travaillé, et qui d'ailleurs... Et au sujet duquel l'un de vos cadres sur ce plateau a souhaité qu'il vous rejoigne. Et d'ailleurs... Est-ce que vous souhaitez toujours un rapprochement avec le PDCI? Le président Ouattara est toujours ouvert à un rapprochement avec le PDCI. Parce qu'il considère fondamentalement que les blocs qui se dessinent, l'un des blocs importants sont les enfants d'Oufoué-Boigny. Mais on est obligé par honnêteté intellectuelle, lorsque Brandomou parle de dire oui, le PDCI, parti de paix, parti du Faux-Boigny, etc., le PDCI est contre la violence, etc. Mais on ne peut pas s'en tenir au discours de Brandomou. Le PDCI a porté la CNT en 2020.
Ce parti a été violent. Vous savez ce qui a été organisé dans le centre du pays. Monsieur le ministre, on ne va pas faire le procès du PDC hier. Non, je ne fais pas le procès à Ali. Mais Ali, c'est important pour la qualité du débat. Mais ce que je vous dis, monsieur le ministre, est-ce que vous m'écoutez un tout petit peu? Oui, allez-y. On aura d'autres occasions de parler du PDC, du PPACI à ce moment-là. Donc je vais terminer. Donc ce que je veux dire, c'est que je ne parle plus de... Très bien, allez-y. Le narratif et la poursuite qu'on veut se donner de parti de paix, etc., doit être en adéquation avec les actes qu'on pose. D'accord. Le 6 août... Lorsque Afin Guessa, devant le monde entier, a dit que M. Thiam l'avait rejoint à la CNT, il n'a pas démenti. Moi, Arthur Banga, vous faites une déclaration aujourd'hui, parce que vous êtes à la tête d'un mouvement insurrectionnel, et vous dites que Mamadou Touré vient de nous rejoindre. Mais dans les heures qui suivent, je fais un communiqué pour démentir. Monsieur le ministre, c'est pas 5 ans après. Mais vous revenez sur ce sujet. Monsieur le ministre, le 6 août, le président de la République, il y a son discours traditionnel à la nation. Beaucoup veulent y voir, dans l'adresse de cette année, des décisions fortes, notamment, probablement, des gestes en faveur de l'opposition. Est-ce qu'avant de partir, vous avez quelques éléments là-dessus? Allez, j'ai l'impression que tous, on n'a tiré aucune leçon de cette leçon politique que le président Ouattara nous donne. Personne n'est dans la tête du président.